Pourquoi les équipages abandonnaient-ils des machines parfaitement fonctionnelles avant même le combat? À l'intérieur se trouvaient des réservoirs remplis de feu liquide. En 1944, le commandement allemand force des hommes à monter dans des boîtes d'acier de 16 tonnes. Leur mission? Stopper l'avance alliée avec des jets de flammes. Voici le Flampanzer 38T, une variante cauchemardesque produite à seulement 50 exemplaires. L'arme principale disparaît. À sa place, un injecteur projette du carburant en feu à 60 mètres. C'est moins que la longueur d'un terrain de football. Pour être efficace, il faut foncer droit sur les canons ennemis. S'approcher à bout portant. Le chef de char ouvre l'écoutille. Il regarde les réservoirs de combustible fixés à l'intérieur de la paroi. L'odeur d'essence à haut indice d'octane sature l'espace confiné. Un seul impact, une seule étincelle, et la cabine devient un crématorium roulant. Les équipages refusent de mourir ainsi. Ils sautent à terre et laissent le moteur tourner. Ils abandonnent le char intact plutôt que de brûler vif. Cette version pousse la mécanique au point de rupture. Le châssis d'origine est conçu pour porter 10 tonnes. Le Hetzer en pèse 16. La suspension s'écrase. Sur les premiers modèles, l'avant du char pique du nez sous le poids du blindage. Les ingénieurs renforcent les ressorts, mais le moteur sature. La machine est lente, trop lourde. Elle ne peut même pas suivre le rythme de l'infanterie motorisée. L'engin devient une proie facile pour les insurgés. Pendant l'insurrection de Varsovie, les résistants polonais capturent un de ces monstres aux forces allemandes. Ils retournent la machine contre ses créateurs pour défendre une barricade. Même loin des flammes des versions spéciales, les 4 tankistes du Hetzer partaient au combat pratiquement aveugles. La Seconde Guerre mondiale imposait déjà une vision médiocre à l'intérieur des blindés. Le Hetzer, lui, sombre dans l'isolement sensoriel total. Le tireur colle son œil à l'unique optique de visée. À côté, le chargeur brasse de l'acier dans le noir complet. Il ne voit rien du monde extérieur. Rien. Le conducteur, lui, ne dispose que d'une fente minuscule à l'avant de la caisse. L'horizon se résume à une bande de verre de quelques centimètres. Le commandant tente de s'orienter. Il déverrouille son écoutille. Le métal grince. Il se hisse hors du char jusqu'à la taille. Il lève ses jumelles pour balayer la plaine, puis plonge brusquement à l'intérieur pour éviter les balles. C'était le seul moyen de devenir les yeux de l'équipage. Un périscope à ciseaux unique équipait le sommet, mais son champ de vision était dérisoire. Moins de 30 degrés d'ouverture sur les 360 possibles. L'absence de tourelle rotative aggravait ce tunnel visuel. Aucune fente latérale, aucune coupole de commandement pour observer l'environnement. Un vétéran a décrit l'expérience. Combattre avec un bandeau sur les yeux et un casque anti-bruit sur les oreilles. À l'intérieur, le bruit mécanique est assourdissant. Le claquement sec de la culasse résonne dans une obscurité presque totale. Cette cécité rendait le char vulnérable aux attaques de l'infanterie. Si un soldat ennemi approchait par les flancs, l'équipage ne le voyait pas. Le canon principal ne pouvait ni descendre assez bas, ni pivoter pour le stopper. L'équipage ne voyait absolument rien de ce qui se passait sur ses côtés. Extérieur, un prédateur invisible. Intérieur, un cercueil de métal. La silhouette du Hetzer ne dépasse pas 2 mètres, idéal pour s'effacer derrière une haie ou s'enterrer dans une forêt. Mais cette discrétion chirurgicale cache une torture physique pour les 4 hommes coincés à bord. L'espace de combat est une erreur de conception. Le conducteur s'écrase à l'avant. Derrière lui, le tireur et le chargeur s'entassent du même côté du canon. Dans n'importe quel autre blindé, ils se feraient face pour respirer. Ici, ils partagent le même coude. Le tireur et le chargeur travaillent l'un contre l'autre, épaule contre épaule, dans un compartiment prévu pour 2 personnes seulement. Le mouvement est impossible. Le chargeur doit s'articuler dans 1 mètre cube de ferraille. Imaginez la scène. Le coup part. La culasse recule. Le chargeur doit alors basculer tout son corps par-dessus le garde-recul pour attraper un obus stocké du côté opposé. Il saisit la douille brûlante, pivote dans un espace saturé de fumée et pousse le projectile dans l'acier. La chaleur des douilles frappe le visage du tireur à chaque tir. Le plafond est si bas que les tankistes ne peuvent jamais se tenir debout. Le soldat allemand moyen mesurait environ 170 cm. La hauteur sous toit, elle, dépassait à peine 1 mètre. Le chargeur effectuait toute sa mission pratiquement assis sur les genoux de son collègue. Pour protéger cet équipage enfermé face à l'infanterie, les ingénieurs installent une mitrailleuse MG34 sur le toit. Elle se commande à distance.
Un système complexe de câbles et de poulies permet de tirer depuis la rubrique. Sur le papier, c'est une révolution. En réalité, c'est une farce tragique. Le tireur ne voit rien. Précision nulle. Le tambour contient 50 ou 75 cartouches. Une fois vide, le mécanisme s'arrête. Personne ne peut recharger de l'intérieur. Imaginez la scène. Le combat fait rage. Les balles claquent sur la tôle. Pour insérer un nouveau chargeur, un homme doit ouvrir l'écoutille. Il rampe sur le toit, exposé au feu ennemi, pour manipuler l'acier brûlant de l'arme. Le blindage frontal de 60 mm offre une illusion. Avec son inclinaison prononcée, il fait ricocher les obus alliés. Les équipages se croient en sécurité. C'est un piège mortel. Les flancs ne mesurent que 20 mm d'épaisseur. Le toit, 8 mm. Une feuille de papier. 2 millions de fusils anti-chars soviétiques parcourent le front. À cette échelle, chaque kilomètre de boue cache une menace capable de transpercer le flanc du Hetzer comme du bois sec. La mitrailleuse lourde américaine perce l'acier. Une simple balle de fusil standard peut traverser le toit. L'équipage est aveugle, coincé dans une boîte qui ne protège que son mât. Plus de 2 millions de fusils anti-chars contre 20 mm. Fin 1944. Le Troisième Reich recule sur tous les fronts. Pour les équipages du Hetzer, la réalité dépasse les fiches techniques. On les jette dans des combats défensifs désespérés, coincés dans une boîte de métal qui ne pardonne rien. À cette période, le chasseur de chars devient l'arme de la dernière chance. Dissimulés dans les fourrés ou derrière des ruines, des équipages expérimentés réussissent l'impossible. En une seule embuscade, ils pulvérisent des dizaines de chars alliés. Le profil bas de la machine fonctionne. Le canon de 75 mm frappe fort. Mais ces succès locaux ne sont que des statistiques isolées dans un océan de fer. Le contraste est brutal. Un peloton de Hetzer neutralise une colonne de blindés. Pendant ce temps, les usines américaines et soviétiques tournent à plein régime. Les Alliés alignent 50 000 Sherman. Face à cette marée industrielle, le courage des hommes ne pèse plus rien. L'héroïsme individuel se brise contre la logique du nombre. Le rouleau compresseur continue sa route. Les usines de Détroit et de l'Oural ne s'arrêtent jamais. Chaque char allemand détruit est remplacé par 10 machines alliées. La production de masse ne laisse aucune chance au miracle tactique. Pourquoi un canon si puissant ne pivotait-il que de 11 degrés? Le châssis tchèque était trop étroit. Les ingénieurs n'avaient pas la place pour un mécanisme de rotation normal. Ce cauchemar claustrophobe de la fin de la guerre est né d'un compromis technique radical. En avril 1944, les Allemands ont pris le châssis obsolète du char 38T. Ils ont retiré la tourelle. Ils ont élargi la coque. Puis ils ont greffé une casemate fixe pour y loger le pack 39 de 75 mm. La mécanique dictait la survie. Pour viser, le tireur ne disposait que d'une marge ridicule, 5 degrés à gauche et 11 à droite. C'est tout. Au-delà, il fallait faire pivoter les 16 tonnes de métal. Le pilote engageait l'embrayage. Les chenilles grinçaient contre le sol. Ce bruit de métal arrachait le silence de l'affût. Un seul mouvement de trop et la position était démasquée. L'effet de surprise s'évaporait. Le chasseur devenait une cible immobile. Le canon restait redoutable. À moins de 1000 mètres, il perçait presque tout le blindage allié. Mais l'engin restait un infirme mécanique. Entre avril 1944 et la chute du Reich, les usines ont livré 2500 machines de ce type. 1943. L'état-major allemand panique. Sur le front de l'Est, les nouveaux monstres soviétiques écrasent tout. Berlin n'a plus le temps de concevoir. Il faut improviser. Le Reich recycle ses vieux stocks. On prend des châssis obsolètes, on y greffe des canons puissants. C'est la naissance des chasseurs de chars Marder et Nashorn, une solution de désespoir. Ces engins sont des erreurs de calcul. Imaginez une cible de 2,50 m de haut sur une plaine parfaitement plane. Impossible de se cacher. La silhouette du Marder dépasse les buissons, les murets, les reliefs. Sa protection? Une plaque de blindage dérisoire, fine comme du papier. Un seul obus et l'équipage est pulvérisé. Le contraste est brutal. L'armée exige de la discrétion, mais elle produit des pylônes d'acier vulnérables. Les tankistes réclament une machine basse, rampante, invisible. Le salut viendra d'un choix improbable. En 1943, par pur désespoir productif, les ingénieurs se tournent vers le vieux châssis tchécoslovaque 38T.
Il décide de marier ses coques datées avec les nouveaux canons anti-chars de 75 mm. L'idée d'une automitrailleuse bon marché en 1943 repose sur un constat brutal. Les bataillons de Stug sont devenus l'élite imprévue du Reich. Ces hommes ne sont pas des tankistes, ce sont des artilleurs. Techniquement, leurs machines appartiennent à l'artillerie, pas aux troupes blindées. Pourtant, ces canonniers formés à la hâte transforment chaque vallon de Normandie et chaque village d'Italie en cimetière de chars. Ils ne cherchent pas la gloire du tigre ou du panthère, ils cherchent l'efficacité. Dans la casemate étroite, l'air devient vite irrespirable. Chaque tir de l'obusier de 105 mm libère un nuage compact. Une odeur âcre de poudre brûlée pique les yeux et prend à la gorge. Le chargeur suffoque, mais il doit enchaîner. La cadence prime sur le confort. Le Stug 4 entre en scène. On utilise le châssis du Panzer IV, plus robuste, pour porter le même concept de tueur discret. C'est un mariage de raison. Les usines allemandes brûlent sous les bombes alliées. Il faut assembler ce qu'il reste. Des coques de chars croisent des canons de campagne. Le résultat est sans appel. À la fin du conflit, ces engins rustiques surpassent les Panzers en importance tactique. Ils sont moins chers, ils sont plus rapides à produire. Dans les unités décimées, on ne remplace plus les chars par des chars. On injecte massivement ces machines à canon de 105 mm. Les équipages des Stug ne sont pas des condamnés à mort. Contrairement aux hommes enfermés dans un Hetzer, ils disposent d'un avantage vital, les plaques d'acier Schürzen. Tout commence par la vue. Le tireur colle son œil à l'optique SFLZF. La qualité du verre est exceptionnelle, supérieure à celle du Panzer IV. Il identifie sa cible plus vite. Il frappe avec précision à de plus grandes distances. La silhouette est basse, l'armement est frontal. Le châssis du Panzer IV, libéré du poids d'une tourelle rotative, respire. La mécanique souffre moins, les pannes sont rares. C'est le véhicule de combat chenillé le plus fiable du Reich. La menace change de visage en 1943. Les flancs restent le point faible. Pour les protéger, les ingénieurs installent des écrans latéraux en acier, les Schürzen. Ils ne sont pas collés à la coque. Ils flottent à quelques centimètres du blindage principal. Le calcul est simple. Une balle de fusil anti-char soviétique PTRD file à 1000 mètres par seconde. Elle percute d'abord la plaque externe. La munition ne s'arrête pas net. Elle bascule. Elle commence à culbuter dans le vide entre l'écran et le char. En perdant sa stabilité, elle perd sa force de perforation. Lorsqu'elle touche enfin la paroi du Stug, elle n'est plus qu'un morceau de métal inoffensif. Ce dispositif sauve des vies face aux fusils russes, mais aussi face aux charges creuses. Les feuilles d'acier stoppent le jet de feu des bazookas américains et des Piat britanniques. 70 000 contre 300 000. Le calcul du Reich est simple. Un seul char Tigre coûte le prix de 4 canons d'assaut complets. La survie ne dépend plus de la puissance brute, mais de l'arithmétique. Imaginez la scène. Un soldat se tient debout à côté d'un Panzer IV. Le toit du char dépasse largement sa tête. Puis, il s'approche du Stug 3. Le sommet de la casemate arrive sous son regard. La machine est plus basse qu'un homme. Sa silhouette disparaît dans les hautes herbes ou derrière un muret de ferme. Pour un canonnier allié, la cible est minuscule, presque invisible. L'équipage grimpe à l'intérieur. Il touche une armure froide, une casemate soudée, compacte, sans tourelle rotative. Ce bloc d'acier est une forteresse immobile posée sur un châssis de Panzer III. Les ouvriers gagnent des milliers d'heures de travail. Pas de mécanisme de rotation complexe, pas de gaspillage de ressources. On installe un canon de 75 mm à haute vélocité dans un espace réduit. C'est un compromis mortel. Une puissance de feu capable de percer le blindage frontal de presque tous les chars adverses pour une fraction du prix. Cette économie de guerre transforme la défaite industrielle en une résistance acharnée. Les ingénieurs ne créent pas un nouveau monstre. Ils recyclent une base mécanique déjà connue et fiable. Pour multiplier les unités sur un front qui s'effondre, Berlin utilise la base technique éprouvée du Panzer III. Comment une machine d'appui infanterie a-t-elle pu anéantir 30 000 chars? Les ingénieurs ont simplement remplacé le tube court par un canon long. En 1939, le Stug n'est qu'un serviteur des fantassins. Sa mission, pulvériser les nids de mitrailleuses et les bunkers. L'artillerie de campagne est trop lente. Le Stug, lui, colle aux troupes motorisées. À Berlin, l'ordre est formel. Interdiction d'engager les blindés ennemis. Le véhicule est jugé trop vulnérable. Pourtant, l'opération Barbarossa brise toutes les certitudes. Les équipages allemands percutent un mur d'acier.
le T-34 et le KV-1. Le choc est total. Les blindés soviétiques surpassent tout ce que la Wehrmacht possède. L'urgence impose une mutation radicale. Les ouvriers démontent l'obusier court de 75 mm. Ils installent à la place le canon long L-43, puis le redoutable L-48. Les râteliers changent de visage. Les obus explosifs laissent place aux munitions perforantes à haute vélocité. Détail technique, les anciens canons courts ne sont pas jetés. On les greffe en urgence sur des transporteurs de troupes Anomag. Ils deviennent les Stummel. Dans la poussière du front, le miracle se produit. Le choc du métal contre le métal. Le bruit sourd d'un blindage soviétique qui cède. Ce véhicule, qui ne devait pas combattre les chars, devient le prédateur le plus efficace du Reich. 30 000 chars soviétiques détruits. C'est plus que l'ensemble du parc blindé de l'URSS avant la guerre. Même les as comme Kurt Knispel, avec ses 160 victoires, forgent une partie de leur légende sur cette machine. L'efficacité devient industrielle, presque mathématique. Près de Leningrad, un seul bataillon de 41 Stug a anéanti 221 blindés russes. Tout commence par un choix technique radical. Pour installer un canon long et pulvériser 30 000 chars, les ingénieurs ont dû sacrifier la tourelle. Ils ont soudé la casemate directement sur le châssis. L'idée naît avant la guerre. Les Allemands cherchent un appui pour l'infanterie. Ils prennent un châssis de char, retirent la tourelle et installent un canon de 7,5 cm à canon court. Le Sturmgeschütz est né, le Stug. Au début, ce n'est qu'un outil de soutien. Puis vient le choc des blindés russes. Pourquoi abandonner la rotation à 360 degrés? La réponse est mathématique. Produire une tourelle mobile est un enfer industriel. Supprimer ce mécanisme réduit le temps de fabrication de près de 30%. C'est un gain colossal. L'ouvrier ne s'occupe plus de roulements complexes. Il installe le canon dans un compartiment fixe. Il soude une superstructure blindée tout autour. La machine devient une forteresse immobile, basse et mortelle. Les ressources économisées permettent de multiplier les unités sur le front. D'un simple engin de soutien, le véhicule mute en Panzerjäger, un chasseur de chars. Les Allemands appliquent cette logique à presque tous leurs châssis. Un seul monstre échappe à cette règle, le Tiger I. En 1945, les équipages du 563e bataillon de chasseurs de chars lourds ont dû arroser leur propre Jagdpanther d'essence avant d'y jeter une allumette. 12 machines intactes sont parties en fumée. Pourquoi les meilleurs canonniers brûlaient-ils leurs propres chars? Ils n'avaient tout simplement plus de carburant. À l'intérieur, l'odeur de la burette d'huile se mélangeait à celle du cuir et de la sueur. Mais un autre danger guettait. Lors du tir, le recul massif de la culasse broyait tout sur son passage. Un manque d'attention et la jambe du chargeur finissait écrasée contre la paroi d'acier. Le sang tachait le sol de la cabine. C'était le prix de l'inexpérience. La logistique s'est avérée plus mortelle que les obus russes. Le bilan du 563e bataillon est absurde. 53 chars soviétiques détruits en un seul combat. Pourtant, les Allemands ont dû s'aborder 12 de leurs propres Jagdpanther. L'acier était invulnérable, mais les réservoirs étaient vides. L'équipage ouvrait les vannes. L'essence coulait sur les cadrans et les sièges. Le conducteur craquait une allumette. Une fumée noire et l'odeur âcre des câbles électriques qui brûlent envahissaient l'air. Les hommes s'éloignaient à pied, laissant derrière eux une forteresse en flammes. Même constat lors de l'offensive des Ardennes. Les Alliés ont détruit très peu de Jagdpanther au combat. La majorité des pertes venaient de pannes sèches ou de transmissions brisées par des pilotes mal formés. Sur le front de l'Est, une seule Jagdpanther a stoppé une colonne entière. 12 chars soviétiques en flammes. Puis, le silence. Le dernier obus est tiré. Le moteur hoquette et s'éteint. L'équipage abandonne la position et fait sauter la machine solitaire. Les équipages n'ont pas eu le temps de tout détruire. Ce que les flammes ont épargné est tombé entre les mains des ingénieurs royaux. Des colosses d'acier intacts, pris sur les chaînes de montage, au cœur des usines capturées. Le contraste est brutal. Ces machines devaient semer la mort sur le front. Elles finissent disséquées dans le silence des ateliers britanniques. Sous la surveillance des Royal Engineers, environ 12 Jagdpanther sortent encore des lignes après la capitulation. Direction, l'Angleterre. Les Alliés étudient chaque soudure. Le Jagdpanther fascine. Pourquoi un tel blindage? Comment l'intégrer? Les rapports d'évaluation s'empilent. Résultat, l'ADN du monstre se retrouve dans les futurs chars de combat.
On en voit des traces sur le Centurion britannique ou le M48 Patton américain. Mais l'ère des chasseurs de chars sans tourelle est finie. Le concept meurt avec le Reich. Les nouveaux chars de combat deviennent polyvalents. Ils tirent, pivotent et encaissent, tout en main. Le Jagdpanther devient une relique, un objet de curiosité pour les historiens. L'un d'eux termine sa course au musée des blindés de Bovington. La terreur des plaines est désormais figée derrière des cordons de sécurité. À ce jour, il ne reste que 10 exemplaires dans le monde. 4 monstres d'acier surgissent du néant. Avant l'hiver 1944, les équipages de la 3e armée de Patton n'avaient jamais entendu parler du Jagdtiger. Pour eux, c'est une apparition, une anomalie de 75 tonnes. À cet instant, la machine est parfaite. Elle ne roule pas, elle ne force pas sur sa transmission fragile. Elle attend, moteur coupé, sous le couvert forestier des Ardennes. C'est l'illusion de la toute-puissance, un prédateur immobile sur les crêtes surplombant Chaumont. En contrebas, la colonne de Sherman s'avance en terrain découvert. Les Américains ignorent tout du piège. Les Allemands attendent. Le silence pèse dans les tourelles. Puis, le chaos. Le canon de 128 mm déchire l'air. 11 Sherman sont pulvérisés en quelques minutes. Les obus traversent les blindages alliés comme du papier. Les survivants enclenchent la marche arrière, fuyant une zone de mort qu'ils ne comprennent pas. Le résultat est net. L'avance de Patton est brisée net. Les troupes américaines encerclées devront attendre des semaines pour obtenir des renforts. Pourtant, le bilan technique est plus frappant que le bilan tactique. 4 Jagdtigers ont stoppé une armée sans subir la moindre égratignure. Pour atteindre sa position d'embuscade à Chaumont, le conducteur devait traîner 75 tonnes avec la transmission fragile du Tigre Royal. C'était une erreur mathématique coulée dans l'acier. Les ingénieurs ont pris le moteur du Tigre initial, 70 chevaux, pour mouvoir un monstre de 75 tonnes, soit 20 tonnes de plus que le char d'origine. À quel point la transmission souffrait-elle sous ce poids? Le métal hurlait à chaque changement de rapport. La boîte de vitesse, déjà capricieuse sur des modèles plus légers, se broyait littéralement sous la charge. Les pignons volaient en éclats. Un char de 75 tonnes devenait instantanément un bunker immobile. 2225 mm de blindage frontal. Une inclinaison de 75 degrés. Face à lui, les obus alliés rebondissaient comme des cailloux. Mais cette invulnérabilité avait un prix, l'immobilité totale. Chaque mouvement était un pari contre la physique. 200 km, c'est la distance maximale avant la destruction complète de la transmission. Un gouffre technique. Si la boîte cassait, le cauchemar commençait pour les mécaniciens. Impossible d'accéder aux pièces par une simple trappe. Pour remplacer la transmission, il fallait d'abord démonter intégralement le canon principal de 128 mm. Imaginez la scène dans la boue des Ardennes. Pas de grue, pas d'atelier, juste des tonnes d'acier à déplacer à la main sous le feu ennemi. Les ingénieurs envoyés par les usines restaient impuissants devant leur planche à dessin. Le Jagdtiger était tout simplement trop lourd pour exister. Sa vitesse de pointe plafonnait à 12 000 à l'heure. Cette impasse technologique ne datait pas d'hier. Tout a commencé quand des gamins de 18 ans ont pris les commandes de la Jagdpanther. 46 tonnes d'acier lancées à 46 km/h. Sous le capot, le moteur Maybach V12 rugit. La puissance est là. Sur le papier, ce chasseur de chars égale la mobilité d'un Sherman, pourtant bien plus léger. Mais la mécanique est un cristal de 75 tonnes. Un seul mouvement brusque suffit. Le conducteur, un conscrit sans aucune expérience automobile, tire trop fort sur un levier. Sous l'effet du stress des combats dans le bocage normand, il brise les transmissions finales. Le colosse s'immobilise. Il devient une cible fixe. À l'intérieur, c'est l'aveuglement total. Le commandant ne voit rien. Pour diriger la manœuvre, il doit sortir du blindage jusqu'à la taille. Il s'expose aux balles des tireurs d'élite pour offrir une vision à son équipage. Entre deux ordres, il plonge dans la tourelle. Il aide le pourvoyeur à soulever des obus de 23 kg. La doctrine exigeait pourtant de la distance. La Jagdpanther devait briser les assauts alliés à 2000 mètres. Mais la réalité de 1944 impose le corps à corps. Dans les rues étroites ou derrière les haies normandes, le monstre est seul. Pas d'infanterie pour couvrir ses flancs. Les équipages changent de position sans cesse. Ils traquent les équipes de bazooka cachées dans les ruines. Les Alliés ont compris la leçon, ne jamais attaquer de front. Ils repèrent la silhouette, reculent et appellent l'artillerie.
Malgré les embuscades réussies, la fin est identique. On retrouve ces machines abandonnées, incendiées ou sabordées par leurs propres hommes. Un geste sec sur le levier de direction suffisait à briser les transmissions finales. La source de tous les maux mécaniques tenait en un chiffre, 128 mm. C'était le calibre de l'arme principale, un monstre d'acier de 7 mètres de long, de la culasse au frein de bouche. Le canon était trop lourd pour sa propre structure. En marche, sur un terrain accidenté, le tube oscillait violemment. Chaque secousse, chaque ornière transmettait une onde de choc au support de l'arme. Le résultat était désastreux. L'alignement des optiques sautait. La précision s'évaporait avant même le premier tir. Pour protéger le mécanisme, l'équipage devait verrouiller le canon à l'aide d'un support externe massif à l'avant du châssis. Un soldat devait sortir. On entendait alors le claquement métallique lourd du verrou. L'arme devenait immobile, inutile. Pour tirer, il fallait s'arrêter, descendre à nouveau et débloquer manuellement la pièce. Dans le feu de l'action, ces secondes coûtaient des vies. À l'intérieur, le cauchemar continuait pour les chargeurs. L'obus était trop grand pour un seul homme, trop lourd. Ils travaillaient à deux. Le premier soulevait le projectile de 28 kg. Le second préparait la charge propulsive. Ils devaient synchroniser chaque geste dans un espace saturé de vapeur d'huile. C'était un travail de forçat, une chorégraphie épuisante pour glisser les deux parties de la munition dans la culasse béante. La cadence de tir était dérisoire, la réserve ne comptait que 38 obus. Mais quand le coup partait, la physique reprenait ses droits. La puissance était sans égale. À plus de 3 km de distance, aucune machine alliée n'était à l'abri. Le type d'obus importait peu. Perforant ou explosif, la force brute du choc suffisait. Le canon déchirait 200 mm de blindage à n'importe quelle distance de combat. 80 mm d'acier en façade, 16 mm sous les pieds. Un contraste mortel. Pour l'équipage du Sonderkraftfahrzeug 173, la cuirasse est une illusion. Si le nez incliné à 55 degrés encaisse les obus, le plancher n'est qu'une feuille de métal. Une seule mine suffit. Le Jagdpanther devient alors un cercueil d'acier pour 5 hommes. Janvier 1944. La production démarre sous les bombes alliées. Berlin veut 160 unités par mois. La réalité est brutale. En juin, seuls 46 chasseurs de chars sortent des usines. Le manque de bras et de ressources fige les chaînes. À la fin de la guerre, le décompte s'arrête à 415 machines. Peu nombreuses, mais terrifiantes. Imaginez l'intérieur. La superstructure semble vaste de l'extérieur. Dedans, c'est l'enfer blanc. Le chargeur et le tireur se glissent entre les parois, frôlant la culasse massive du canon. 60 obus de gros calibre occupent chaque recoin vide. L'air est saturé, l'espace vital inexistant. Le radio manipule sa MG34 à l'avant droit, coincé contre le pilote. 5 hommes soudés par le métal et la peur. Cette promiscuité épuisait les équipages, comme dans les Jagdpanther où l'on vivait littéralement sur les munitions. Le canon de 88 mm dictait tout. Sa vitesse initiale de 1035 mètres par seconde pulvérisait n'importe quel blindé à 3 km. Mais cette puissance avait un prix mécanique. Sans tourelle, l'arme est fixe. L'angle de rotation horizontale ne dépasse pas 12 degrés. L'idée d'enfermer des hommes dans une boîte de 75 tonnes est née d'un caprice. Été 1943. Adolf Hitler exige un monstre, un chasseur de chars ultime. La raison? Une peur panique des nouveaux blindés soviétiques. D'où vient le projet d'un tel titan? D'un ordre direct du Führer. Il veut le blindage le plus épais et le canon le plus destructeur de l'histoire. L'obsession du gigantisme remplace la logique militaire. L'évolution est absurde. Au début de la guerre, le standard est le canon de 37 mm, une pièce légère. Quelques années plus tard, Berlin bascule dans la démesure avec le Pak 44 de 128 mm. Un saut technique colossal, une manie de la toute-puissance. Pourtant, des prototypes existaient déjà. Le Sturer Emil, le Dicker Max, des plateformes portant des pièces de 105 et 128 mm. À l'époque, le commandement juge l'idée ridicule. Les projets finissent au placard. Mais en 1943, la donne change. Les chars lourds de l'Est terrifient les équipages allemands. Les célèbres canons de 88 mm pourraient bientôt ne plus suffire. Hitler veut frapper fort. Il regarde vers le Maus, un char de 180 tonnes. Un projet délirant et encore lointain. Le temps presse.
Il faut installer ce canon de 128 mm sur un châssis existant. Le défi technique est immense. Comment faire rouler une telle masse? L'arme est trop lourde, trop longue. Les ingénieurs choisissent finalement la base du Tigre II, mais la coque d'origine est trop courte. Ils doivent modifier la structure. Ils rallongent le châssis de 60 cm pour supporter la casemate fixe. Hitler exigeait une arme absolue. Sur le front, les soldats ne pouvaient plus arrêter les nouveaux monstres soviétiques. Le char IS-2 encaissait tout. Il fallait une solution capable de percer 200 mm d'acier. La réponse tenait en un nom, PaK 43 L71. Une évolution brutale du célèbre canon de 88 mm. Le Tigre II l'utilisait déjà. Mais ce char coûtait une fortune. Il était trop complexe, trop lent à produire. L'état-major change de stratégie. Supprimer la tourelle. Construire un chasseur de chars sans fioritures. Plus simple, moins cher. Le nouveau canon change la donne. La longueur du tube augmente. La charge de poudre explose. Lors du tir, l'onde de choc est massive. Elle soulève la poussière à des mètres à la ronde. Les chiffres sont sans appel. À 100 mètres, l'ancien canon du Tigre I perçait 120 mm de blindage incliné. Le nouveau PaK 43 pulvérise 202 mm. C'est sur la distance que le choc est total. À 2000 mètres, l'ancien canon tombait à 84 mm de pénétration. Le nouveau traverse encore 132 mm d'acier. Le constat est simple. La nouvelle arme perçait davantage de blindage à 2000 mètres que l'ancienne à seulement 100 mètres. Trouver la plateforme idéale relève du casse-tête. Pour exploiter cette puissance de feu, les ingénieurs soudent désespérément le canon sur des châssis inadaptés. Comme le Nashorn, trop haut, trop fragile, une cible parfaite. Puis vient le Ferdinand, un monstre de 70 tonnes protégé par 200 mm d'acier. Le blindage ne suffit pas, l'équilibre manque. Le Ferdinand est une impasse mécanique. Trop lent, trop lourd pour les ponts européens. Il tombe en panne avant même d'atteindre le front. À l'opposé, le Hetzer et le Jagdpanzer IV sortent des usines en masse. Mais leur canon de 7,5 cm ne fait plus le poids face aux nouveaux blindés soviétiques. L'état-major panique. Il faut fusionner la puissance, la protection et la mobilité. Les ingénieurs tentent un pari. Installer le PaK 43 sur une base de Panthère. Le résultat surprend les techniciens. Le châssis encaisse le choc. Une casemate blindée fixe est directement soudée sur la coque. Le choix final s'arrête sur cette structure rigide sans tourelle. Comment s'est terminée l'histoire de plus lourds chasseurs de chars allemands? En avril 1945, les équipages des deux derniers Elephant ont fait sauter leurs machines dans les rues de Berlin avant de se rendre à l'infanterie. C'était l'acte final. Le poids de 70 tonnes écrasait tout. Les chenilles broyaient les décombres de briques rouges dans un fracas sinistre. Les moteurs surchauffaient, l'acier hurlait. À cette date, plus de 2 500 000 soldats soviétiques déferlaient sur la capitale. En face, les Allemands n'alignaient que 4 exemplaires de l'Elephant encore opérationnels. Le rapport de force était absurde. 22 avril 1945. Au sud de la ville, 2 monstres engagent le combat. Ils tirent jusqu'à la panne mécanique. Les équipages abandonnent les carcasses dans la boue. Les 2 derniers s'enfoncent dans le centre-ville pour un ultime carré. Le décor est un chaos de ruines. Les équipages tirent à l'aveugle, retranchés derrière des barricades de fortune. Ils détruisent plusieurs canons d'assaut soviétiques, mais les munitions s'épuisent. L'encerclement est total. Les tankistes sortent des trappes. Ils placent des charges explosives à l'intérieur du compartiment de combat. Un sifflement sourd, puis l'explosion interne déchire le blindage. Les hommes lèvent les mains. Les équipages descendent des structures d'acier fumantes et se livrent aux soldats de l'armée rouge. Un tel ordre d'autodestruction n'était pas une exception. En janvier 1945, lors de l'opération Nordwind, les équipages des monstres d'acier recevaient la même consigne. Brisez vos propres machines. Le Jagdtiger pesait 71 tonnes, un Sherman américain, 30 tonnes. Le colosse allemand était 2 fois plus lourd, mais cloué au sol par sa propre masse. L'acier craque. Une roquette de bazooka percute l'arrière. Elle traverse le blindage mince. Contact avec les obus. Un sifflement strident déchire l'habitacle. C'est la détonation interne du stock de munitions. L'explosion souffle la casemate de l'intérieur. L'équipage ne sortira pas. Pourquoi ces géants mourraient-ils si facilement? Les rails étaient détruits. Les Jagdtiger devaient rejoindre le front par la route. Leur transmission ne tenait pas le choc. Les pannes s'enchaînaient. Les réservoirs tombaient à sec.
Coincés, les Allemands sabotaient leurs propres chars pour éviter la capture. À l'intérieur, le chaos régnait. Les vétérans étaient morts ou prisonniers. Aux commandes, des adolescents terrifiés. La panique remplaçait la tactique. Imaginez la scène. Un Jagdtiger embusqué détruit un Sherman. Les Américains ripostent. Le commandant allemand perd ses moyens. Il hurle au conducteur de faire demi-tour pour fuir. Le pilote pivote. Il expose le flanc vulnérable. Un obus adverse entre comme dans du beurre. Fin de l'histoire. Le ciel n'offrait aucun répit. Les civils locaux prévenaient les alliés des embuscades. Les chasseurs bombardiers terminaient le travail sur ces cibles lentes. Le coût de cette folie était absurde. Produire un seul Jagdtiger demandait autant de temps et de ressources que 30 chasseurs de chars Hetzer. 30 contre 1. Le calcul du Reich a scellé son propre sort. Un an avant la chute de Berlin, les équipages mouraient déjà en Italie. Pas dans des duels héroïques, sous les décombres de vieux ponts de pierre. Janvier 1944, le débarquement allié à Anzio force le commandement allemand à l'urgence. Les éléphants quittent les ateliers pour le front italien. 70 tonnes d'acier face aux montagnes et au sol meuble. La mécanique hurle, les infrastructures romaines cèdent. Imaginez la scène. Un col étroit, le conducteur ne voit rien, le sol se dérobe. Un colosse de 70 tonnes glisse dans le ravin, impossible à remorquer, trop lourd pour les dépanneuses. Les tankistes posent des explosifs et font sauter leurs propres machines. Le franchissement des rivières devient un suicide. Un vieux pont de pierre craque sous la pression. L'éléphant bascule et s'écrase en contrebas. Plusieurs chars tombent en panne avant même d'apercevoir un Sherman. Pourtant, en position défensive vers Rome, le canon de 88 mm fait des ravages. Quelques Sherman brûlent dans les champs. Mais le ciel appartient aux Alliés. Les chasseurs bombardiers P-47 Thunderbolt repèrent ces cibles lentes et massives. Le danger tombe du ciel. Un P-47 peut emporter 1100 kg de bombes. 2 éléphants sont pulvérisés par des charges de 500 livres. Le stress est permanent. Les équipages, harcelés, abandonnent les machines dès la moindre rupture de chenille. Les réparations sous les bombes sont impossibles. Une unité de reconnaissance américaine capture une machine intacte. Les ingénieurs l'expédient immédiatement aux États-Unis pour évaluation. Les ingénieurs américains étudient déjà les carcasses capturées. Mais à l'Est, le commandement allemand refuse d'admettre l'échec. 39 des 90 machines construites ont déjà disparu dans la boue ou les flammes. Pour le reste du contingent, c'est le retour immédiat par train vers les usines. L'état-major tente de sauver les meubles. On lance un programme de modernisation pour corriger les défauts les plus criants. L'équipage doit désormais cohabiter avec une odeur de peinture fraîche, appliquée à la hâte sur les cicatrices de combat encore visibles sur l'acier. On installe enfin une mitrailleuse de coque pour le radio. C'est un aveu tardif. Sans elle, les chars étaient aveugles et sans défense face à l'infanterie. Le commandant reçoit aussi une coupole pour voir le terrain. Les moteurs subissent quelques ajustements mineurs. Mais le changement le plus radical reste symbolique. Le nom Ferdinand est banni. Il évoque trop la mort et les pannes. Désormais, la machine s'appelle l'éléphant. Le commandement espère ainsi effacer une réputation désastreuse. Pendant ce temps, d'autres monstres sortent de terre. Le Jagdpanther et le Jagdtiger entrent en scène. Ils portent le canon de 88 mm. Ils sont censés être plus rapides, plus fiables, plus redoutables. Pourtant, la mécanique ne peut rien contre l'effondrement d'un empire. L'armée allemande s'épuise. Avant même la fin des rénovations, les Alliés ouvrent un nouveau front en Italie. Les équipages ne demandent plus la victoire, ils supplient pour un répit. Sur le front de l'Est, les 2 bataillons de Panzer réclament du temps pour la maintenance. Leurs machines tombent en lambeaux. Mais l'état-major reste sourd. Chaque véhicule opérationnel doit boucher les trous d'une ligne de front qui s'effondre. L'acier hurle sous les impacts. Imaginez la scène. Un obus de 152 mm percute de plein fouet le blindage frontal d'un Ferdinand. Le choc métallique est assourdissant. C'est l'œuvre d'un nouveau chasseur de chars soviétique, le Su-152. À 3 km de distance, la puissance de l'obusier russe défie la logique. Pourtant, le monstre allemand rend les coups. Grâce à ses optiques supérieures, il fauche plusieurs Su-152 en retour. Mais la précision ne remplace pas la fiabilité. Chaque jour, les pannes se multiplient. Sur tout un secteur, seuls 2 ou 3 engins sont prêts au combat. Les autres attendent des pièces qui ne viennent pas. Le vent tourne.
L'armée allemande recule. Les Ferdinand ne mènent plus la charge, ils protègent la retraite. En position défensive, ils deviennent des forteresses mobiles. Les chars soviétiques s'écrasent contre eux. De face, le colosse est invincible, même à bout portant. Son seul ennemi reste la manœuvre latérale, et l'usure. Les rapports de situation s'empilent sur les bureaux du haut commandement. Les mécaniciens sont à bout de force. Les tankistes sont épuisés. Les appels à l'aide des commandants de bataillon restent sans réponse. 20 heures de combat. Toute la nuit à réparer. À l'aube, le moteur rugit enfin. L'équipage grimpe dans la carcasse d'acier. Quelques mètres plus loin, une mine déchire la chenille. Le monstre de 70 tonnes s'arrête, définitivement. À l'intérieur, l'air devient irrespirable. Les gaz d'échappement s'accumulent. La chaleur grimpe. Les hommes étouffent dans une boîte en fer brûlante. Le bruit des moteurs au centre de la caisse est assourdissant. On ne s'entend plus crier. On ne voit plus rien. La visibilité est nulle. Pourquoi reculer était-il impossible ? Le conducteur manœuvrait à l'aveugle, incapable de repérer la topographie ou les obstacles derrière lui. La zone morte du Ferdinand est immense. Un soldat ennemi peut se tenir à 2 mètres du flanc sans jamais être repéré. L'engin n'a aucun fusil mitrailleur pour se défendre. Rien. Les ingénieurs ont tout misé sur le canon de 88 mm. Ils ont oublié la survie rapprochée. L'infanterie allemande doit protéger les chars. Mais le Ferdinand est un aimant à obus. L'artillerie soviétique pilonne tout ce qui bouge autour du colosse. Les grenadiers restent loin derrière. Ils refusent de mourir pour une machine. L'équipage entend des chocs contre le blindage. Ce ne sont pas des obus, ce sont des bouteilles. Le liquide inflammable coule sur les grilles d'aération. Les cocktails Molotov transforment le compartiment de combat en four crématoire. Les soviétiques s'approchent à pied et déposent des grenades sur les chenilles. Le géant est paralysé. À peine remis en état, le char heurte une mine de rupture. 89 machines au départ, 12 à l'arrivée. Pourquoi la majorité des chars ont-ils été détruits par leurs propres équipages? La réponse ne tient pas aux obus russes, mais à un câblage qui brûle ou une chenille qui s'enfonce. Avant même que l'infanterie ennemie n'approche avec ses cocktails Molotov, les tankistes devaient souvent saboter leurs propres monstres. La faute au moteur essence électrique de Porsche. Trop complexe, trop fragile. Au milieu de la coque, 2 moteurs, des génératrices et des blocs électriques surchauffent dans un hurlement aigu. Le métal hurle. L'air devient irrespirable. Le colosse pèse 70 tonnes. Sa suspension est à l'agonie. Sur route, il atteint péniblement 29 km/h. En tout terrain, il rampe. Son autonomie théorique est de 90 km, mais la mécanique lâche souvent avant d'avoir vidé le premier réservoir. L'eau et la poussière achèvent le système électrique. La boue devient un arrêt de mort. Imaginez la scène. Le Ferdinand s'embourbe. Le conducteur écrase l'accélérateur, les moteurs électriques hurlent, mais le char ne bouge plus. 3, 4, parfois 5 tracteurs de 18 tonnes arrivent en renfort. Les câbles d'acier se tendent jusqu'à rompre dans un claquement de fouet. Impossible de le sortir. L'équipage n'a plus le choix. Il place des charges explosives à l'intérieur. Il court. Une détonation sourde déchire l'acier qu'aucun canon n'avait réussi à percer. Sur les 89 exemplaires engagés, il n'en restait que 12. Juillet 1943. La plaine de Koursk s'apprête à trembler. L'opération Citadelle commence. À l'arrière du front, 2 bataillons de chasseurs de chars lourds attendent le signal. 89 monstres d'acier, presque la totalité de la production mondiale. Les équipages exultent. Ils se sentent invulnérables. Le premier choc est une démonstration de force brute. À plus de 2 km de distance, les canons de 88 mm ouvrent le feu. Les silhouettes des T-34 soviétiques volent en éclats avant même d'avoir pu identifier leur cible. En une seule journée, un groupe de Ferdinand pulvérise 22 chars ennemis. Les obus russes frappent la plaque frontale. Ils rebondissent. Aucun impact. Ni les canons anti-chars, ni même les premiers chars lourds IS-2 ne parviennent à entamer cette muraille mobile. C'est l'euphorie du prédateur. Mais cette toute-puissance n'est qu'une façade. Le piège se referme déjà. Les reports successifs de l'offensive allemande ont offert un luxe rare aux soviétiques. Du temps. Ils ont transformé la steppe en une forteresse enterrée. Les équipages de Ferdinand voient leur horizon se boucher. L'attente, une cuirasse impénétrable qui balaie tout sur son passage. La réalité, un colosse aveugle qui s'immobilise au premier choc sous ses pieds. Sans soutien suffisant pour le déminage, les chars de 70 tonnes s'engagent dans un enfer invisible. Une chenille saute, puis une autre.
Les monstres s'immobilisent un par un, transformés en bunkers fixes au milieu de nulle part. Pour préparer ce terrain, l'armée rouge avait déployé plus de 400 000 mines anti-chars. À l'arrière, dans les ateliers, les soudeurs s'activent. Les gerbes d'étincelles inondent les châssis rejetés. On fixe des plaques d'acier de 200 mm sur des cadres mécaniques déjà à bout de souffle. Ce n'est pas une innovation tactique, c'est du recyclage désespéré. 90 châssis défectueux attendent une seconde vie. On y installe le canon de 88 mm L71. Plus long, plus lourd. La charge propulsive double celle du Tigre classique. À 2 km, l'obus traverse n'importe quel blindage allié. C'est l'arme anti-char la plus puissante du Reich, une forteresse roulante de 70 tonnes. 200 mm de blindage frontal, c'est 2 fois l'épaisseur d'un Tigre, un mur d'acier invincible. Mais le poids écrase tout, les ponts craquent, les routes s'effondrent sous les chenilles. Cette masse de métal est conçue pour les plaines de Koursk, pour le tir à longue distance. Le commandement ignore les failles mécaniques pour sauver un projet industriel moribond. Par un décret officiel, la machine reçoit son nom en hommage à son créateur, Ferdinand Porsche. Les ambitions de Ferdinand Porsche reposaient sur un pari industriel risqué. Dès 1940, Berlin cherche l'arme de rupture. Porsche et Henschel s'affrontent sur des prototypes de 30 tonnes. Mais les chars soviétiques changent la donne. Hitler exige plus lourd. Il veut le canon de 88 mm sur châssis mobile. Le projet de Porsche mise sur une technologie hybride. 2 moteurs à essence actionnent des générateurs électriques. Pas de boîte de vitesse complexe. Sur le papier, c'est une révolution. Dans les faits, c'est un enfer mécanique. Porsche présente son char pour l'anniversaire du Führer, en avril 1942. Le prototype s'élance. La tension monte. Une odeur âcre de bakélite grillée envahit l'habitacle. Les moteurs électriques surchauffent en quelques minutes. Les câbles fondent sous l'intensité. Pendant ce temps, le modèle de Henschel avance sans rater. Le verdict tombe. Henschel rafle le contrat du futur Tigre 1. Porsche reste seul avec ses plans complexes et ses composants fragiles. Son orgueil a poussé les usines à anticiper une victoire qui n'est jamais venue. La facture est colossale pour le Troisième Reich. La production de ces châssis a englouti des milliers de tonnes d'acier allié. C'est l'équivalent d'un mois entier de production des Panzer IV standards. Ces carcasses métalliques occupent les hangars, inutiles et encombrantes. Le projet est annulé, mais le gâchis est déjà consommé. Les ouvriers s'arrêtent devant 100 châssis vides.